Bonsoir, mesdames, messieurs les membres de la presse. Bonsoir, chers camarades, membres du bureau exécutif du SYNABEF, mesdames, messieurs les secrétaires généraux des comités de base et avant, messieurs les membres, messieurs les secrétaires généraux des sections, des différentes sections, des banques, assurances, microfinance et commerce du Mali. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous édifier sur le préavis de grève du SYNABEF, déposé le 7 octobre 2021. Et avant le dépôt du préavis de grève, vous avez suivi l'Assemblée générale extraordinaire qui avait donné 10 jours aux partenaires avant le dépôt même du préavis de grève. Pour vous dire la bonne foi de la partie syndicale de vouloir trouver des solutions aux problèmes posés. Un préavis se doit de respecter un délai qui est de 15 jours. Nous avons donné 20 jours, 21 jours de chance pour que les négociations puissent aboutir. Les points de revendication, vous les connaissez, nous pouvons y revenir de façon brève. Il y a la transposition des acquis du 5 février 2021. Ici, des négociations tripartites entre le gouvernement, le CNPM, Conseil national du patronat et le gouvernement. Nous avons demandé cette transposition conformément au protocole d'accord de 1994 qui exige que dans le secteur privé, que les partenaires se retrouvent sur la table de négociation pour discuter et voir ce qui est transposable. Ça, c'est le premier point qui concerne tous les secteurs privés, banques, assurances, microfinance, les stations, chez les pompistes, PMI Mali, les industries pharmaceutiques, les établissements financiers, l'ensemble du secteur. Cela est une exigence du protocole de 1994. Nous avons posé la problématique des conventions collectives. Nous commençons par l'emblématique convention qui date de 1956, qui est la convention de commerce, qui date de 1956. Il y a la convention des SFD, qui date de 2010, qui n'est pas appliquée d'abord et dont la relecture s'impose. Nous avons demandé d'ouvrir les négociations pour la convention collective des industries pharmaceutiques qui doit être mise en place parce qu'ils sont aujourd'hui sous le couvert d'une convention qui date de 1956, ce qui n'est pas normal, la convention de commerce. Nous avons demandé dans notre préavis que la relecture de la convention collective des banques, assurances et établissements financiers qui est en cours soit finalisée. Nous avons vu le communiqué du patronat. Nous avons vu le communiqué de l'APB et du comité des compagnies d'assurance, CCAM. Nous avons vu ce communiqué. Nous sommes en train de préparer une réponse. Ce communiqué est triste. Il est triste. Nous y reviendrons. Nous avons demandé le retour d'une dame licenciée abusivement le 11 juin 2021 pour des fautes que nous estimons, suivant les preuves que nous avons, qu'elle n'a pas commises. La partie patronale, la BDM, n'a pu nous fournir aucun élément, aucune preuve qui puisse nous amener à revenir sur notre position. Et ça date de depuis 2019 jusqu'au jour où nous parlons aujourd'hui. C'est pour cela, au nom de la présomption d'innocence, nous disons qu'elle doit retourner à ses activités professionnelles. Au nom de la présomption d'innocence, et il faut le dire ici, cette dame, sur cette affaire, c'est nous qui avons porté plainte. Ce qui déjà dénote de quelque chose. En principe,
quand il y a de telles accusations dans une institution financière ou ailleurs, dans une entreprise, c'est l'entreprise qui porte plainte. La BDM l'accuse d'avoir volé 44 850 000 depuis décembre 2020. Nous sommes bientôt décembre 2021. Depuis décembre 2019. Depuis décembre 2019, la BDM l'a accusé d'avoir volé 44 850 000. Nous sommes bientôt 2 ans. La BDM n'a jamais déposé plainte pour vol. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la BDM a découvert finalement par ses investigations qu'elle n'a réellement rien pris. Pour ensuite sortir d'autres accusations fallacieuses. Où la BDM aurait produit un document falsifié, les dires du client lui-même. Nous avons la lettre du client qui atteste cela, qui dit que la BDM a fourni un document en signant en son nom et en mettant des termes qui les conviennent eux-mêmes pour transmettre ça à l'inspection du travail, pour torpiller les décisions de l'inspection du travail. Effectivement, ce dernier élément, qui est la lettre, avait été transmise à l'inspection du travail après des premiers documents que la BDM avait déjà transmis. C'est quand l'inspection la BDM s'est rendu compte que les éléments qu'ils ont envoyés à l'inspection ne pouvaient pas amener l'inspection à leur donner avis favorable pour le licenciement de la dame, qu'ils ont ensuite envoyé la lettre une semaine après, que nous ayons quitté l'inspection du travail sur ce dossier. Donc c'est une semaine après qu'ils ont produit cette lettre, qu'ils ont amené la lettre. Ça prouve que, en réalité, cette lettre, en tout cas, a des origines douteuses. Deuxième élément dans cette lettre que la BDM a envoyée, la lettre est adressée au directeur du contrôle de l'inspection, au directeur de la sécurité financière et du contrôle. Ça, c'est un département ou un service en tout cas qui appartient, qui est intérieur à la BDM, où il faut être de la BDM pour connaître cet organigramme. Ça prouve également qu'en réalité, le client qui n'est pas de la BDM ne peut pas savoir l'existence d'un tel service. C'est dans la précipitation qu'ils ont dû écrire cette lettre. Deuxième chose, c'est que les dates ne correspondent pas. Toujours dans la précipitation. La date à l'entête de la lettre, c'est le 15 septembre 2020. La date en bas, c'est le 16 septembre 2020. Donc 2 dates différentes. Et quand on observe la signature, on sent qu'il y a eu une concentration pour essayer d'imiter la signature du client. Ce n'est pas nous qui avons dit que la lettre que la BDM a produite est fausse. C'est le client lui-même qui a rédigé une lettre des États-Unis où il était, avec timbre des États-Unis et avec sa carte de séjour scannée sur la lettre qu'il a envoyée à l'inspection pour dénoncer le caractère faux de cette lettre-là. Donc nous avons des éléments qui prouvent à suffisance qu'il y a une cabale contre cette dame. Ils ont dit qu'ils ont confiance à la justice. Et ils ne peuvent pas dire ça. C'est nous qui pouvons dire qu'on a confiance à la justice. Parce que c'est nous qui avons porté l'affaire à la justice. Eux non. Ils ne faisaient pas confiance à la justice. C'est pour cela qu'ils ont essayé de régler ça à leur niveau. Nous faisons confiance à la justice. Nous avons porté l'affaire à la justice. Et ce que nous demandons ne constitue nullement une entrave à la justice. Au contraire. Nous avons dit, seul le juge est habilité à dire que quelqu'un a volé ou quelqu'un n'a pas volé. Nous, compte tenu des éléments que nous disposons, nous sommes convaincus qu'elle n'a pas volé. Et comme elle n'a pas volé, elle doit rester à la banque et continuer à percevoir son salaire jusqu'à ce que la justice dise le droit. C'est de cela qu'il s'agit dans notre demande, dans notre préavis de grève, qui n'est nullement en porte-à-faux avec les principes de la grève. Nous avons demandé le départ sans condition du DG de la BDM, qui est aujourd'hui le président de l'APB, qui est censé être notre partenaire direct. Il se trouve que derrière cette demande, nous nous fondons sur le fait que
Depuis qu'il est arrivé à la tête de l'APP, nous serons, à partir du 27 octobre, à notre 3e grève, en l'intervalle de 2 ans. Ce qui est dangereux pour notre secteur. Nous avons demandé son départ pour la stabilité de notre environnement. Une grève dans le secteur financier, dans le secteur du commerce, est extrêmement dangereuse. C'est pour cela, conscient de cela, en syndicaliste de développement, nous avons demandé son départ pour que le secteur soit désormais apaisé, pour qu'on ne vous appelle toujours pas à chaque fois pour vous dire qu'on va en grève en dénonçant justement ces injustices dont il est responsable. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit pour son départ, surtout, de préserver la BDM. La BDM, parce que c'est la première fois dans l'histoire où les dirigeants d'une institution sont accusés par un client d'avoir fait usage de faux en fournissant une fausse lettre. Nous disons ça, c'est extrêmement dangereux pour la BDM. Surtout que ces dirigeants ont été avertis par la lettre du client. Ils devraient normalement se mettre à la tâche et chercher l'auteur de cette lettre et le sanctionner. Au lieu de cela, ils ont continué à utiliser cette fausse lettre pour faire aboutir ce qu'ils souhaitaient contre la pauvre dame. Donc nous disons, nous sommes encore, en tant que syndicalistes, fondés à demander au nom de la stabilité sociale. Au nom de la stabilité sociale, nous sommes fondés en tant que syndicalistes à demander le départ d'un tel dirigeant. La situation, chers camarades des pompistes, ça figure dans notre préavis de grève. La situation des pompistes, ça donne des larmes aux yeux. Ces pompistes sont employés, en tout cas, ils travaillent pour des entreprises multinationales qui sont aujourd'hui établies dans notre pays. Ces multinationales qui engagent des milliards en termes de résultats annuellement. Des milliards, nous disons bien. Mais ces pompistes traversent un calvaire qui frôle l'esclavagisme. Ces pompistes, par endroits, ne perçoivent pas le SMIC. Le SMIC, c'est un rêve pour eux. Le SMIC, c'est 40 000 francs. C'est le salaire minimum pour un travailleur établi au Mali. Un salaire minimum, je dis bien. Ces pompistes, par endroit, perçoivent 25 000 francs. 25 000 francs, s'il vous plaît. Et ils sont payés comment? On dépose leur salaire sur la table et on leur dit, hey, monsieur, va prendre ton salaire, c'est sur la table. Tu vas, tu prends ce que tu trouves là-bas, c'est ça ton salaire. Et quand tu branches, on te dit, tu n'es pas obligé de travailler. D'ailleurs, désormais, tu n'es plus là. Demain, on ne veut plus te voir. C'est dans ce contexte que ces gens travaillent. Ces gens travaillent sans contrat de travail. Ces gens travaillent sans bulletin de salaire. Ces travailleurs qui sont des Maliens ne sont pas bancarisés. Ils ne sont pas à l'AMO, pour la plupart. Ils ne sont pas à l'INPS, pour la plupart. Et vous savez combien l'État perd? C'est des milliers de travailleurs. S'il y avait un contrôle sérieux de l'État, ces milliers de travailleurs, c'est des pertes en termes d'ITS, impôt sur le traitement des salaires, que l'État aurait gagné, ou pouvait gagner à travers ces travailleurs. C'est une perte pour notre pays. Ces multinationales sont devenues insensues. Nous disons il faut que ça s'arrête. Si nous demandons que ça s'arrête, est-ce qu'on ne doit pas nous aider à cela? C'est cela notre combat. Les travailleurs de PMI Mali, il y a deux catégories qui sont affiliées aujourd'hui au SINAPEP. Les revendeurs et les travailleurs dans des bureaux de placement. Ils sont des milliers. Les revendeurs, il y en a au moins 700. Et ces travailleurs des bureaux de placement, il y en a au moins 700 à 800 travailleurs. Plus de 1600 travailleurs. Ces gens, c'est le même principe. Tantôt on dit vous n'êtes pas des travailleurs de PMI Mali. Allez-y voir votre employeur. Tantôt on leur dit vous n'êtes même pas des travailleurs.
vous êtes des contractuels, vous êtes des prestataires, allez-y prendre les NIF par ici. Imaginez des travailleurs pour les revendeurs. Ils sont plus de 700, on les appelle des entreprises individuelles. En réalité, c'est les individus qui sont des entreprises dans PMI Mali. Chaque travailleur a un contrat de prestataire de services. Tu es une société, tu dois prendre un NIF, tu dois t'inscrire au registre de commerce, etc. Donc 700 commerçants, entre guillemets, qui sont travailleurs à PMI Mali et avec des contrats à durée indéterminée. Ils ont une ristourne par tâche de 4%. Depuis que PMI Mali est PMI Mali, nous avons demandé de revoir tout ça. Il faut une certaine justice sociale. Et vous savez vous-même combien PMI Mali rapporte. Mais les travailleurs, eux, broient le noir. Les travailleurs des bureaux de placement, idem. Ils voient d'autres catégories de personnel qu'on appelle des permanents ou autres, qui perçoivent les triples de ce qu'ils perçoivent. Or, c'est eux, la machine ouvrière de PMI. PMI n'est rien sans ces deux catégories de travailleurs. Ils ont des contrats dans ces bureaux de placement. Ils viennent signer tous les 6 mois un nouveau contrat ou chaque année un contrat, plus de 10 ans. Nous demandons une stabilité à ce niveau. Une stabilité et une revalorisation de leur situation. C'est cela notre combat. Nous vous posons cette question. Ces combats ne valent-ils pas la peine d'être menés? Bien sûr que si. Nous avons demandé que le fonds social, qui est réglementaire, que le fonds social soit incité dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui disent que ce décret ou cette ordonnance parle des entreprises nationales. Quelle est cette entreprise établie au Mali qui n'est pas une entreprise nationale? Même si tu t'appelles Total, Shell, Oryx, ou tu t'appelles Camet ou Ibifarm, quelle est cette entreprise? Quelle est cette entreprise? Dès lors qu'on est régi par le commerce du Mali, enregistré sous un numéro du registre de commerce du Mali, établi au Mali, régi par les règles du Mali, nous sommes une société nationale, une société malienne. Il s'agit d'inciter les 5% des résultats nets. Parce que ces résultats, c'est le résultat du fruit du travail de ces travailleurs-là. Sans ces travailleurs, il n'y a pas de résultat. Et c'est pour cela que nous demandons que cette ordonnance soit appliquée. Chers camarades, je vous demande, ce n'est pas légitime. Les prestataires de services, ce sont des travailleurs avec lesquels nous travaillons tous les jours. Ce serait un sacrilège qu'une entreprise aujourd'hui qui existe au Mali, tous ces travailleurs refuseraient de suivre le mot d'ordre de grève. Ce serait un sacrilège. Parce que ces prestataires se poseront des questions. Ces prestataires avec lesquels ils sont dans ces entreprises se demanderont si leur cause ne vaut pas la peine d'être combattue. Nous devrons nous battre pour ces gens qui travaillent avec nous à diplôme égal, parce qu'ils n'ont pas d'appui, parce qu'ils n'ont pas de bras longs. Ils sont sous couvert d'un bureau de placement qui les paye 10 fois moins que nous, alors que nous avons commencé ensemble. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir un contrat direct avec nos entreprises. Eux, non. C'est une nouvelle méthode des entreprises, surtout des entreprises multinationales, des groupes. C'est cette façon de vouloir toujours réduire les charges, la réduction des charges au profit des résultats. Au fait, on joue sur les charges du personnel. Comme les salaires, on ne peut pas diminuer. Donc, on recrute des gens et on les utilise, on les exploite. Nous avons dit que cette forme d'exploitation doit être arrêtée immédiatement. Que tous les prestataires de services dans nos établissements
respectent le code du travail, qui limite la prestation de services à 2 ans. Mais c'est des gens qui travaillent 10 ans, 15 ans. D'autres sont là avant nous. D'autres participent même à notre formation. Quand on vient dans ces établissements, ils nous forment. Nous, on a un contrat direct. Mais lui, il continue à être un prestataire. Ad vitam aeternam, il n'avance pas, il n'est pas reclassé, rien. Ça va s'arrêter. Et on n'a pas besoin de demander aux gens d'aider le SINABEF à cela. On n'a pas demandé. Et les premières personnes à nous comprendre, c'est vous et les clients. Nous n'avons jamais mené un combat qui n'en vale pas la peine. Vous êtes témoins. Tous les combats que nous avons menés, nous les avons gagnés parce que justement ces combats sont justes. Nous menons des combats justes. Les travailleurs de Ecobank, 45 ou une quarantaine, on a torpillé les droits pour les mettre à la porte. D'autres sous pression, en leur disant vous signez, si vous ne signez pas, nous allons vous licencier et vous n'aurez pas droit aux avantages qu'on a prévus pour ceux qui vont signer le contrat de départ. Donc on a obligé d'autres à partir, alors que le principe qui était retenu c'était le volontariat. Et Dieu seul sait qu'ils avaient eu des volontaires, 70 volontaires. Au lieu de prendre les volontaires, ils ont désigné eux-mêmes des gens qu'ils ont souhaité faire partir. Au nom de quoi? Au nom de Covid. Et pourtant, Covid n'a pas empêché cette banque Ecobank de faire des résultats de plus de 7 milliards. Donc l'argument avancé est fallacieux déjà. Mais également, cette façon de faire a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Beaucoup d'irrégularités que nous avons constatées. Nous avons demandé qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse sur ces cas-là. Maintenant, je vais vous dire, nous avons commencé les conciliations le 20 octobre. Le jour où on est rentré dans la salle, sans surprise, on s'y attendait. L'APB, dirigé par le DG de la BDM Haïdara, a embarqué le comité de compagnie des assurances pour sortir de la salle et dire que tant qu'il y a certains points de revendication, ils ne vont pas s'asseoir pour discuter. C'est eux maintenant qui décident des préavis de grève d'un syndicat, et surtout d'un syndicat national. C'est du jamais vu. C'est torpiller les conventions internationales. C'est une insulte à la Constitution de la République du Mali. C'est une insulte au droit qui régit le monde du travail. Un préavis de grève est de l'apanage des comités syndicaux, des syndicalistes. Tu peux ne pas être d'accord sur des points, mais tu viens, tu t'assois et tu discutes des points sur lesquels tu n'es pas d'accord. Nous saluons la présence d'esprit des entreprises pétrolières qui étaient là, qui ont écouté et qui ont appris. Nous saluons également la présence des PMI Mali, qui étaient là. Au moins, ils étaient là. Mais surtout, les entreprises pétrolières, qui ont compris qu'ils ont tort, qui ont compris que réellement, ils sont en faute. Une faute reconnue et à moitié pardonnée. Nous leur avons dit d'écrire et de nous dire sur quoi ils comptent avancer. L'application de leur convention, la convention collective des entreprises pétrolières de 2005, qui date de 2005, qui a été rééditée en 2010. Nous leur avons dit de nous écrire. C'est cet écrit qui n'est pas venu. Parce que, comme on le dit, verba volant, scripta manent. Les verbes s'envolent, seuls les écrits restent. Nous avons dit la même chose au DG de PMI Mali. Mais nous nous attendions, il ne va jamais envoyer ses écrits. Et pourtant, quand il avait rencontré le SINABEF, il était en train d'écrire pour répondre à la lettre que le SINABEF lui avait envoyée. Mais il a gardé son projet de lettre et il ne l'a jamais envoyé au SINABEF, ce qui pouvait décanter au moins la situation. Donc nous saluons ici la bonne foi des dirigeants des entreprises pétrolières. Mais la bonne foi ne suffit pas quand un préavis est déposé. C'est de cela qu'il s'agit. L'APB et le SECAM seront responsables, encore une fois,
de la grève qui aura lieu le 27, 28, 29 octobre 2021. Ils seront responsables pour avoir eux-mêmes décrété le PV de non-conciliation. Parce que pour qu'il y ait conciliation, il faut au préalable s'asseoir et discuter. Au lieu de venir et de discuter comme nous l'avions souhaité, mais ils nous ont donné raison. Ils nous ont donné raison. Ça nous réconforte. Mal leur a pris de ne pas s'asseoir et de discuter. Parce que c'est ce que nous les reprochons depuis. Nous avons toujours dit qu'on n'a pas de partenaires en face. Ils viennent de corroborer cela. En adoptant la politique de la chaise vide, ils viennent de nous donner raison. Ils viennent de dire aux autorités que ces gens ont eu raison de demander le départ, en tout cas, du président de l'APP. C'est du jamais vu. Mais nous savons ce qu'ils sont en train de manigancer. Ils ont déjà échoué. Ils ont échoué. La grève a déjà réussi. La crème a déjà pris. Parce que nous sommes sur la voie de la justice. Un seul individu, si tu t'engages à lutter sur la voie de la justice, je vous jure, vous pouvez vous rassurer, vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous. Et là où Dieu est, la victoire est là-bas. Nous disons à nos travailleurs de la BDM de se ressaisir. Nous savons qu'ils ont peur, qu'ils n'aient pas peur. Nous voulons qu'ils soient complices de cette victoire. Nous voulons que les travailleurs de la BDM soient complices de cette victoire. Mieux, nous voulons que les travailleurs de la BDM nous volent la vedette en s'associant à cette lutte et en reprenant carrément la victoire qui est certaine. Nous demandons aux travailleurs de la BDM de se désolidariser de cet individu qui a parlé en son nom, seul, parce qu'il n'est plus syndicaliste. Il a été sanctionné par le SINABEF. Il a été exclu de toute activité syndicale. C'est un abus. Quand il organise une assemblée générale à la BDM, il ne peut plus faire d'activité syndicale. Il n'a plus le droit de regrouper les travailleurs au nom d'un syndicat. C'est nous qui avons mis son bureau en place. Par ces actes de trahison, nous l'avons exclu à l'unanimité en réunion de bureau. Nous demandons aux travailleurs de la BDM de faire attention, parce que les prestataires de la BDM les observent. S'ils baissent les bras, ces prestataires comprendront que leur lutte n'en vaut pas la peine. Et seul Dieu sait, ils sont encore nombreux à la BDM. Nous demandons aux travailleurs de la BDM de faire attention. Nous sommes en train de nous battre encore une fois pour une dame de la BDM. Une dame qui a accouché dans la douleur. Parce que au moment où on l'opérait, le rapport du médecin faisait état que son enfant n'était pas vivant. Et quand elle a été opérée, heureusement, son enfant est venu au monde avec du souffle. Et avec les soins, il est vivant. Il s'agit d'un combat pour cette dame. Cette dame qui a perdu son père il y a longtemps, qui vient de perdre sa mère il y a 40 jours, chagrinée par le chagrin. Il y a 40 jours, elle a perdu sa maman. Elle est enfant unique. Nous demandons au travail de la BDM de s'unir derrière nous pour ce combat-là. Si elle avait volé, nous serons les premiers à nous désolidariser. Mais nous pouvons vous rassurer. Pour nous, compte tenu des éléments que nous avons, elle n'a rien pris. Parce que nous connaissons le fonctionnement d'une banque. Nous sommes des banquiers, nous sommes du secteur des microfinances. Nous demandons au travail de la BDM de s'associer à nous. Parce que nous allons gagner ce combat. Nous avons déjà gagné ce combat. Mais nous ne voulons pas le gagner seul. Nous voulons le gagner avec tous les travailleurs de notre secteur. Ils n'ont qu'à faire comme PMI Mali. PMI Mali des bureaux de placement qui se sont mobilisés comme un seul homme contre leur secrétaire général qui s'est amusé à mettre sur leur groupe que PMI Mali n'ira pas en grève. De façon spontanée, les travailleurs se sont réunis pour déposer leur secrétaire général et dire ce que tu as dit n'engage que toi seul. Nous, les travailleurs, nous irons en grève. Et ils ont immédiatement mis en place un bureau où ils ont mis à leur tête une dame qui est assise ici. Nous demandons aux travailleurs de la BDM de faire comme à la BESIC, où les travailleurs dans la liesse ont acclamé haut et fort le renouvellement d'un bureau. Ils nous ont mis devant le fait accompli, parce qu'ils n'avaient plus confiance à leur secrétaire général. Et l'histoire leur a donné raison. L'histoire leur a donné raison. Nous demandons aux travailleurs de la BDM de faire la même chose.
Seule la lutte libère. Là-bas, ils ont déposé leur secrétaire général. C'est fait avant-hier. Dans la liesse, on n'a jamais vu une telle assemblée générale, où les travailleurs ont réclamé le départ du secrétaire général qui avait des accointances avec sa direction, qui était dans des manigances. Ils l'ont déposé et ils ont mis en place un bureau sur place, de façon spontanée. Les travailleurs sont mobilisés, mais les adversaires n'arrêteront jamais. Ils sont en train de se balader avec des millions. Ils sont en train de rentrer entre nous avec de l'argent, en train de démobiliser. Les plus fragiles peut-être céderont, mais quand ils céderont, ils seront isolés. Parce que les travailleurs savent que le combat que nous menons est un combat juste. Nous vous remercions.